je me réjouis fort, et non même sans quelque émotion, d'être dans cette ville et dans cette université, bien qu'il s'agisse en fait d'un parc en face, ce n'était pas ici même, dans laquelle Ferdinand Saussure enseigna autrefois la linguistique générale, bien que, comme vous le savez, il répugna à cet enseignement. Il reçut, dans les dernières années de sa vie, bon, tout le monde le sait puisque ce sont des éléments tout à fait publics de sa biographie, la charge linguistique générale, et il était fasciné par elle, bien sûr, mais en même temps, étant extrêmement scrupuleux, étant un véritable savant, il n'était guère tenté par cet enseignement, et il était évidemment à milieu d'imaginer que ce qu'il allait, durant 3 cours lumineux, exceptionnels, 3 années, juste avant sa mort, enseigner à des étudiants qui eurent l'excellente idée de tout noter et qui devaient donc donner lieu à cette chose unique dans l'histoire des sciences que la fondation même d'une science, c'est un ouvrage dont l'auteur n'est pas l'auteur, paradoxe étonnant de la linguistique saussurienne et donc de la linguistique mondiale. Saussure n'était guère tenté, comme je le disais, d'enseigner la linguistique générale, et cependant, c'est par là, bien plus que par ses ouvrages techniques sur indo-européen, sur génitif sanskrit ou sur les voyelles qui permettent la reconstitution de l'indo-européen dans ses stades les plus anciens, que Saussure s'est éternisé. Donc je suis tout à fait touché de votre invitation, je vous en sais infiniment de gré, et j'espère que vous ne le regretterez pas. Cela dit, Madame Forel a eu la bonté d'énumérer des ouvrages de votre serviteur, mais ces ouvrages, ce sont les ouvrages grand public que j'ai commis. Elle n'a pas énuméré parce que ça n'intéresserait sans doute pas la plupart d'entre vous, si vous n'êtes pas des techniciens comme moi-même, des modestes techniciens qui se battent avec les langues en essayant de leur faire dégorger leurs secrets et leurs mystères, sans jamais y parvenir, bien entendu. Si donc vous étiez de cela, comme l'est votre serviteur, Madame Forel aurait énuméré un bien plus grand nombre d'autres ouvrages qui ne sont pas mes ouvrages grand public. Et en effet, j'ai cette dualité. Je pourrais, comme beaucoup de mes collègues, me contenter d'écrire sur la syntaxe, sur la morphologie, sur les rapports de possession, sur l'organisation des structures de phrases, rapports entre prédicats et sujets, sur l'ergativité, sur les langues nominatives et les langues ergatives, sur les accords entre les éléments de l'énoncé et autres sujets techniques qui sont tout de même l'essentiel de mon activité. Je suis, mesdames et messieurs, un linguiste professionnel, mais le biais par lequel le public me connaît, ce sont des ouvrages, ceux-là même que ma collègue a bien voulu énumérer, dits entre gros guillemets, bien sûr, grand public, par lesquels je fais quelque chose que beaucoup de mes collègues répugnent à faire. Ils ont leurs raisons, je m'incline avec respect devant leur attitude, à savoir d'entrer dans le siècle et de participer à des débats de société. Je le fais, je ne serai pas contraint de le faire, c'est un choix. C'est évidemment autant de prix sur mon temps de linguiste professionnel qui écrit sur des sujets beaucoup plus techniques et beaucoup plus confidentiels, des ouvrages naturellement de bien moindre tirage, mais je le fais parce que j'estime que je dois le faire et que, faute de le faire, eh bien, je serai, comme on l'est souvent, un linguiste de métier qui se moque bien de donner à sa discipline un minimum de diffusion auprès du public cultivé et de l'autre public, du reste moins cultivé, des gens qui n'ont pas toujours eu la chance de faire de bonnes études parce qu'ils appartiennent à des familles modestes et dans lesquelles la culture n'est pas à l'ordre du jour, car la culture, ça coûte cher, quelles que soient les formes que cela prend. Bien, voilà donc une sorte de préambule destiné à vous faire entendre dans quelle direction j'oriente cet exposé qui, encore une fois, est fait dans un cadre prestigieux auquel je suis infiniment sensible, puisque je ne suis jamais, j'ai évidemment été invité dans d'innombrables endroits à travers le monde, mais je ne suis jamais venu si près de Paris, dans un endroit qui m'est bien plus cher que des endroits bien plus lointains, puisqu'il s'agit de l'Université de Genève, c'est-à-dire de celle où Saussure a, encore une fois, durant ces 3 années de pensée lumineuse et géniale, fasciné les auditoires d'étudiants auxquels on doit la notation et les souvenirs de la pensée saussurienne. J'ajoute quand même, pour l'anecdote, que tout en me réjouissant d'être avec vous, je suis très chagrin
de n'avoir pu faire ce que je voulais faire. Je fais du ski nautique, j'adore ça, j'en ai fait souvent sur le lac de Genève, je voulais en faire aujourd'hui, je n'ai pas pu en faire. Mais enfin bon, j'en ai fait naturellement durant l'été, en août, en juillet, sur la Côte d'Azur, en Grèce, etc. J'en fais encore maintenant, puisqu'il y a un lac aux environs de Paris, à Viry-Châtillon, pour ne rien vous cacher, à 20 km, où il y a un club de ski nautique dont je suis membre et où j'en fais, en combinaison, bien sûr, parce qu'il fait moins chaud qu'en été, mais je continue d'en faire, et donc j'associe Genève, bien entendu, à Saussure, mais un peu aussi au ski nautique, et hélas, je n'ai pas pu. D'ailleurs, j'imagine que plus personne n'en fait, j'ai interrogé quelques-uns. Ceux d'entre vous qui habitent la ville ne voient peut-être plus beaucoup de bateaux en train de tracter des skieurs sur le lac. Si ? En été, c'est le cas. Mais maintenant, bon, les gens sont frileux. Et puis les pilotes n'ont pas envie de tracter les gens quand ce n'est plus l'été. Pure maniaquerie. Bien, voilà donc deux préambules, l'un plus important, plus senti, l'autre dont vous voudrez bien, dans votre grande bonté, absoudre le caractère fortement anecdotique sur le ski nautique. On a annoncé ce titre, et effectivement, ce titre reflète une de mes activités principales. Je n'ai pas pris le parti encore, bien que beaucoup d'autres autour de moi l'aient pris, sans que ça ait d'effet particulier pour me convaincre à m'engager sur le même chemin, de m'incliner devant l'oppression, si le terme n'est pas trop polémique, ou en tout cas l'impérialisme, d'une langue qui est le support, le vecteur d'une pensée unique. Je ne désignerai pas cette langue parce que ce n'est pas nécessaire. Cette langue ne m'est pas moins chère que d'autres langues. Je suis un fou des langues depuis la toute petite enfance. J'ai toujours été un amoureux fou des langues. Et par conséquent, je n'aime pas moins l'anglais que je n'aime le chinois, le russe, l'arabe, l'espagnol, le roumain, le hongrois, le vietnamien ou le khmer. Toutes les langues me sont, ou telle langue africaine, ou le peul, ou le haoussa. Je parle des langues dans lesquelles je vis le plus, ou dans lesquelles je fais le plus volontiers des exposés sans avoir besoin de les préparer longuement, comme c'est le cas pour d'autres langues dont je n'ai pas acquis une familiarité suffisante pour pouvoir m'exprimer de façon extemporanée sans préparation. Donc je ne nourris pas d'hostilité congénitale particulière contre l'anglais. En revanche, c'est moins à l'anglais en tant que tel. Il a été le vecteur d'une immense et d'une très brillante littérature, bien entendu. Les gens me disent toujours, quand ils ont entendu dire que je suis hostile à l'anglais et Shakespeare. L'anglais auquel je suis hostile n'est pas l'anglais de Shakespeare, évidemment. C'est un certain usage qui est le vecteur d'une pensée unique et dont la définition pourrait être tirée de un mode de pensée qui remonte bien au-delà de Adam Smith au XVIIIe siècle, aux dernières décennies du XVIe et du XVIIe, à un moment où la Grande-Bretagne commençait déjà de nourrir toutes sortes de projets d'expansion économique, interne d'abord, puis mondiale, ou en tout cas allant au-delà des îles britanniques. Et cette pensée-là, elle est essentiellement une pensée néolibérale, selon laquelle les marchandises et par conséquent les idées doivent circuler librement, sans frontières, sans barrières douanières, chose que l'on pourrait considérer comme excellente et comme une ouverture vers un mode de dialogue, de communication aussi large que possible à travers l'univers. Certes, exposé sous cette forme, ça pourrait paraître séduisant, sinon même fascinant. En réalité, ce que c'est, eh bien, c'est ce que nous avons sous nos yeux, à savoir une diffusion mondiale d'une pensée qui méconnaît la diversité des autres pensées, qui impose, au début de façon explicitement soutenue par un certain nombre d'organismes qui en avaient ministère, ils étaient payés pour cela, un certain type de conception de l'univers. Pour quelle raison est-ce qu'on peut la récuser? Pour quelle raison moi-même, qui ne suis pas isolé bien sûr dans ce combat, ainsi que beaucoup d'autres, nous récusons
ce type de pensée? Eh bien parce que je considère en particulier moi-même, que la vocation de notre univers humain, eh bien, c'est la diversité. Est-ce que le mot figure là? Oui, il figure en violet. Je ne sais pas pourquoi on a mis cette couleur-là. Enfin bon, en tout cas, c'est la diversité qui est au centre de mon combat. Bien entendu, dans l'exacte mesure où les causes pour lesquelles quelqu'un se bat s'articulent sur sa biographie, ce qui est une sorte de logique naturelle, cette diversité, je la promeus, je me bats pour elle, parce qu'elle reflète ma propre expérience d'individu toujours fasciné depuis la petite enfance. J'importunais mes parents pour qu'ils consentissent à m'acheter des grammaires étrangères de toutes les langues les plus diverses, les plus exotiques. Donc c'était ma propre histoire, et dès lors, d'une certaine façon, je la transfère sur mon combat de linguiste, non plus professionnel ici, mais plutôt, j'ose pas dire grand public, c'est une présomption ridicule, mais disons allant au-delà des travaux confidentiels de la linguistique technique. Donc c'est la diversité que j'ai en tête comme un idéal à promouvoir. Je ne dis jamais défendre, je ne dis que promouvoir. Quand on me dit « vous défendez le français », non, je ne défends pas le français, qui n'a guère besoin de mon concours pour être défendu. Je fais ce que je peux pour participer à sa promotion. Par conséquent, n'attendez de moi aucun verbe comme défendre ou défense, ou comme substantif défense, qui en est dérivé, mais attendez, promouvoir et promotion, qui sont plus exactement dans la ligne de ma conception et de mes combats. Cette promotion, eh bien, elle est celle d'un certain nombre de grandes langues. Combien de temps est-ce que vous me donnez, au fait? Parce que je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Je n'ai aucune raison de m'arrêter. Combien? Ah bon, il faut que je fasse très vite. Et évidemment, il y aura ensuite un dialogue. Parce qu'en ce moment, c'est un monologue complet, il n'y a aucun dialogue. Alors donc, un certain nombre de langues apparaissent, ou sont apparues depuis longtemps, au firmament du monde de la diversité, et elles ont donc, ces langues, une vocation à l'universalité. Quelles sont-elles? Je les énumère rapidement. Je pourrais commencer par citer celles qui, pour des raisons bizarres, ne répondent pas à ce critère, en particulier le hindi, grande langue de l'Inde, parlée par plusieurs centaines de millions d'individus, qui n'est pas une langue à vocation mondiale. Pourquoi? Eh bien parce que, pour une série de raisons dans le détail desquelles je ne vais pas entrer, cette langue est, depuis des siècles, une langue reflétant une certaine culture, celle d'une des 20 langues de l'Inde. Il y a aussi le bengali, le marathi, le gujarati, le népali, le tamoul, le malayalam, le telugu. Enfin, l'Inde a 20 grandes langues inscrites dans la constitution de New Delhi et plusieurs centaines de langues régionales ou tribales qui n'y sont pas inscrites. L'accession à la reconnaissance en tant qu'État en Inde étant à l'indice entièrement linguistique. Donc une communauté qui peut exhiber une langue comme critère d'après lequel elle peut aspirer à être reconnue en tant qu'État commence par développer cette argumentation-là. Bien, donc il n'y a pas de diffusion mondiale du hindi, bien qu'il soit beaucoup plus parlé qu'un certain nombre de langues qui ont une diffusion plus grande, parce que son histoire est celle d'une langue qui a toujours été le reflet d'une communauté, non pas repliée sur elle-même, mais interne à toute l'histoire complexe, passionnante, fascinante, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Union indienne. Aussi bien avant l'époque britannique que durant l'époque britannique, qu'après l'indépendance et les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Bon, une autre langue que j'aurais pu, jusqu'à une époque récente, inclure dans les langues de très vaste dimension, si l'on prend pour discriminant le volume démographique des gens qui les parlent, et que je vais maintenant être amené, et qui n'avait pas de diffusion à ce moment-là, et que je vais être amené à citer comme une langue qui, précisément, est entrée dans le concert des langues qui ont cette vocation mondiale, c'est le chinois mandarin. Il ne s'agit pas du cantonais, qui a une bien moins grande diffusion, mais du chinois mandarin, du chinois du Nord. C'est-à-dire la langue qui est fondée sur ce qu'on appelle le Peiping-hua. Peiping-hua. Peiping, vous comprenez Peiping? Pei veut dire nord et Ting veut dire capitale. Pékin, francisation de Peiping, veut dire la capitale du Nord. Nan veut dire le Sud. Nanjing, l'autre grande ville que l'on francise en Nankin, c'est la capitale du Sud. Donc c'était
dans l'histoire de la Chine, c'est des langues du nord du pays, puisque Nankin, capitale du sud, c'est le sud par rapport à Pékin, c'est quand même le nord de la Chine aussi. C'est Shanghai. Shang veut dire sur et Hai veut dire la mer. Shanghai, langue, ville sur la mer. Et Guangdong, Guang veut dire large et Tong veut dire l'Est, c'est-à-dire le vaste Est, qui sont vraiment des villes du Sud, Canton et Shanghai. Bien, le chinois, donc, ne s'est inscrit que depuis peu dans ce concert des langues qui plaident pour la diversité des langues du monde, mais il le fait de façon extrêmement précise, sinon agressive. En effet, songez, mesdames et messieurs, qu'il y a aujourd'hui 1500 Kongfu-tse, Xue-yuan, Kongfu-tse. Comment on dit Kongfu-tse? Maître Kong, c'était le grand Confucius, son nom est latinisé en Confucius, Kongfu-tse, les Chinois l'appellent ainsi. Xue-yuan, c'est mot à mot cours d'enseignement, c'est l'équivalent chinois du mot institut. Il y a 1500 instituts Confucius dans le monde financés par Pékin et qui enseignent aux gens donc le chinois sous sa forme donc du Nord, comme je viens de le rappeler, qui est la forme principale, à l'origine le dialecte de Pékin, normalisé ou étendu à l'ensemble de la Chine par l'enseignement et la diffusion culturelle. Eh bien, cela fait que, même si c'est un phénomène récent qui remonte à peine à une décennie, le chinois a pris sa place dans le concert des langues qui plaident pour la diversité et il est répandu dans le monde entier. Les Chinois, d'ailleurs, n'ont pas de complexe. Ils enseignent leur langue partout, même les caractères. Le chinois, vous le savez, n'a pas une notation alphabétique, ni même syllabique, mais par caractères, pictogrammes et idéogrammes, c'est-à-dire par un certain nombre de dessins d'une grande complexité, dont l'apprentissage est nécessaire pour déchiffrer n'importe quel texte, et qui peuvent être un obstacle à l'apprentissage et effaroucher les apprentis, mais apparemment, dans les instituts Confucius, Kongtse et Xue-yuan, eh bien, on ne se préoccupe guère de cette contre-indication. On enseigne le chinois écrit, peut-être pas la première année, mais dès la deuxième. Bien, voilà donc une langue qui s'est inscrite. Elle était jusqu'ici la langue la plus parlée du monde, mais non la plus diffusée. Ce sont deux critères différents. Volume démographique, degré de diffusion. Le français est une langue qui, pour utiliser le premier critère, n'arrive guère qu'en 10e ou 11e position. Pour utiliser le deuxième critère, le français est en deuxième position par rapport à l'anglais, car bien que parlé par un nombre assez restreint d'individus, il est de loin, après l'anglais, la langue la plus répandue dans le monde, c'est-à-dire présent sur les 5 continents. Le chinois, donc, était une langue qui n'avait aucune diffusion mondiale, sauf évidemment les sinophonies d'Asie du Sud-Est. Très important, il y a des siècles que la Chine essaime et fructifie autour d'elle, c'est-à-dire dans les pays d'Asie du Sud-Est, depuis la Thaïlande jusqu'à la Birmanie, en passant le Vietnam, par les Khmers, par les Mols, etc., et jusqu'à l'Asie du Nord-Est, c'est-à-dire au moins par le biais de l'écriture, l'empreinte des caractères, que les Chinois et les Japonais ont emprunté les caractères chinois, une page de japonais, vous voyez tout de suite, c'est une page avec des caractères chinois et quelques syllabaires proprement japonais. Donc l'essaimage ou la diffusion de précis du chinois local, régional, est très très ancienne. En revanche, le chinois n'était pas, jusqu'à il y a une décennie environ, une langue à vocation mondiale, mais elle le devient. Voilà donc l'histoire. Elle rejoint donc dans ce domaine d'autres langues qui, elles, ont cette vocation depuis très longtemps, et singulièrement lesquelles? Eh bien, il y en a 4 ou 5. C'est l'espagnol, c'est l'italien, c'est le portugais, c'est le français. On peut, bien que ce soit aussi une langue à vocation régionale, ajouter l'allemand et le russe, ce sont 2 langues à vocation régionale, et je vais rapidement en dire 2 mots pour ensuite revenir aux 4 autres. L'allemand n'a pas eu véritablement de vocation mondiale importante. L'île de Palau, au sud-est de Mindanao, l'île la plus au sud des Philippines, un endroit dans lequel j'ai fait du terrain, je suis un linguiste de terrain qui passe son temps, quand je ne suis pas à mon enseignement ou à mon bureau, à écrire, à travailler ou à préparer mes cours, sur le terrain pour étudier les langues et en faire des dictionnaires ou des grammaires ou enregistrer ce que me disent mes informateurs. Donc j'ai fait une enquête sur le Palau. C'est une langue d'un pays dans lequel les Allemands ont été présents. D'ailleurs, avec mes plus vieux informateurs, j'ai enquêté en allemand parce qu'ils connaissaient cette langue. Avec d'autres, j'ai enquêté, hélas, dans une langue qu'ils connaissaient comme beaucoup d'autres et par laquelle il fallait bien que moi-même, je me passe pour pouvoir travailler. Un autre endroit dans lequel l'allemand a essaimé, c'est le Togo et également ce qu'on appelle le Bénin, maintenant l'ancien Dahomey, c'est des pays d'Afrique centrale où il y a eu une présence coloniale pendant quelque temps
entre les deux guerres mondiales. Mais la véritable présence allemande, c'est une présence européenne, et on rapporte une petite malveillance qui aurait été débitée à Congrès d'Agadir ou je ne sais où, dans une réunion au début du XXe siècle de puissances européennes qui parlaient de la colonisation. Les représentants du Kaiser auraient dit aux Anglais et aux Français qui s'étaient taillés d'immenses empires en Afrique. Et nous, alors, les Allemands, on n'a pas d'empire aussi qu'on puisse se tailler en Afrique, comme vous, les Anglais, les Français? Et quelqu'un leur aurait répondu, mais la colonie naturelle de l'Allemagne, c'est l'Europe. Et par conséquent, l'Allemagne, pas besoin d'autres colonies, ceci depuis des temps très anciens. Songez qu'une des revendications principales des nazis, c'était deux territoires, les Sudètes, c'est-à-dire une partie de l'actuelle Bohème, ce qu'on a appelé longtemps la Tchécoslovaquie, et puis le couloir de Danzig, c'est-à-dire ce qui était alors appelé la Prusse orientale, c'est-à-dire des territoires dans lesquels, 7 siècles avant, les Kreuzbrüder, les frères armés de croix, c'est-à-dire les chevaliers teutoniques, avaient répandu l'allemand. À vrai dire, l'allemand qu'ils avaient répandu n'était pas l'allemand d'aujourd'hui, c'était l'allemand du Nord, ni le Plattdeutsch, c'est-à-dire une forme voisine de ce qu'est aujourd'hui le néerlandais, mais tout de même une langue germanique qu'ils avaient répandue très loin, et c'est pourquoi ont été très très fortement germanisés tous les pays baltes. Songez que Riga, Tallinn, surtout Tallinn, et dans une certaine mesure Vilnius, les capitales des 3 pays baltes, sont des villes allemandes, construites par des architectes allemands. Il en va de même de toute la zone au bord de la Baltique, dans laquelle il y avait la fameuse Ligue hanséatique. Les commerçants de la Hanse étaient étroitement liés, naturellement, aux cruels chevaliers teutoniques qui, sous prétexte d'évangéliser, répandaient la mort et la violence. Et bien, à cet égard, donc, évidemment, de façon plus pacifique aujourd'hui, l'allemand a une vieille vocation européenne. Bon. Donc j'ai cité pour commencer ces autres langues. Le russe a aussi une vocation européenne très importante, mais elle est aussi régionale, car ça concerne essentiellement la Russie elle-même, et puis jusqu'à l'Extrême-Orient, tous les pays qu'ont traversé, les Cosaques surtout, et un certain nombre d'autres troupes du tsar qui ont répandu le russe. Le russe, c'est une chose entièrement personnelle, à mon oreille, est de loin la plus belle langue du monde. Admirable langue, dont la beauté. L'anglais, qui est une langue très laide à mon oreille, n'a strictement rien à voir avec le russe. Le russe est une langue d'une beauté, mes étudiants souvent me disent « Mais pourquoi tu n'aimes pas l'anglais ? C'est joli. » Je dis « Mais tu crois que c'est joli parce que tu n'as jamais entendu d'autre ? Va écouter du russe !» Tu verras un petit peu. Évidemment, ils se fichent pas mal d'écouter du russe. Ils écoutent l'anglais parce que l'anglais nous est imposé de tous les côtés. On est investi. Bon, le russe, donc, est une langue à vocation très importante, régionale. Je dois dire, mais c'est une petite provocation peut-être, mais après tout, pourquoi ne pas vous la servir, que je considère la dislocation du non soviétique comme un grand malheur. Pourquoi ? Eh bien parce que même s'il est vrai que bon, c'est de la politique, hein, mais la linguistique est aussi un peu politique, ça va de soi. Même s'il est vrai que l'arrêt des persécutions staliniennes, de toute la terreur stalinienne, a été considéré comme quelque chose de bon pour le monde, à commencer par les soviétiques eux-mêmes, évidemment. En revanche, je pense que Gorbatchev, le bossu, Gorbat veut dire une bosse en russe, c'était l'origine de son patronyme, était capable d'orienter dans les années de la perestroïka, de la restructuration, d'orienter l'URSS vers notre conception occidentale de la démocratie, et que par conséquent, on était en voie d'avoir quelque chose de merveilleux pour l'Europe. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi, et par conséquent, la Russie a été, puisqu'elle est aujourd'hui plus que jamais, totalement isolée, à un moment où elle pouvait rejoindre l'Occident, et à ce moment-là, il y aurait eu quelque chose que je crois pouvoir prophétiser. Je ne suis pas prophète, bien que j'ai quelques atavismes, mais je dois dire que je crois qu'il y aurait pu avoir ce qu'il y aura un jour, à savoir une Europe de Brest à Vladivostok. C'est ça peut-être l'avenir de l'Europe. Il faudra bien entendu que beaucoup de résistance soit vaincue, ou au moins surmontée, et dans ce cas, le russe deviendrait, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, où il reste une grande langue régionale, une langue à vocation mondiale, universelle, qui serait une des très grandes langues de toute l'Europe, depuis l'extrême Occident jusqu'à l'extrême Orient. On en est encore loin, bien que, si j'en crois certains témoignages, on s'en approche
plus rapidement que la réalité politique nous le fait croire. Bien. Après ces deux parenthèses rapides sur des langues qui auraient pu avoir une vocation mondiale, mais qui n'en ont pas véritablement autre que régionale, et sur une qui, jusqu'à une époque récente, n'avait qu'une vocation régionale et a une vocation mondiale maintenant, à savoir le chinois du Nord, mandarin, j'en viens aux langues qui représentent la diversité et qui, par conséquent, s'opposent à l'unicité de la pensée fondée sur l'anglo-américain, à savoir le portugais, l'espagnol, le français. Et l'anglais lui-même, bien entendu. Le portugais, comme vous le savez, est une langue très parlée dans un grand nombre de pays, puisque Mozambique, Angola, Guinée-Bissau et île du Cap-Vert, 4 pays, dont 2 énormes, 2 petits de l'Afrique, sont lusophones. Vous comprenez lusophone, évidemment. Et puis il y a le Brésil, naturellement, qui est lusophone, bien que l'on dise que la variante brésilienne ne soit pas exactement la même que la variante lusitanienne proprement dite, celle du Portugal. Enfin, il y a évidemment communication, en dépit d'une assignation à chacun, dans ce cas, d'une origine par les locuteurs. Bien, c'est une très grande diffusion mondiale, et le portugais, par conséquent, s'inscrit très clairement dans l'ensemble des langues à vocation universelle. Il en va de même de l'espagnol, mais dans le cas de l'espagnol, c'est quand même beaucoup plus restreint, puisque ça ne concerne que l'Amérique dite latine, c'est-à-dire centrale et méridionale, sauf le Brésil lui-même. Enfin, le portugais et l'espagnol sont étroitement apparentés, et on dit, enfin j'entends très souvent dire, je l'ai constaté en quelques reprises, qu'un lusophone et un castillanophone s'entretenant ensemble peuvent communiquer, moyennant évidemment quelques transformations, mais ces langues sont quand même très proches. Au moins à l'écrit, un peu moins sur le plan phonétique à l'oral. Bien, donc la diffusion, surtout américaine, donc, mais très importante de l'espagnol, fait de lui une langue, certainement, à vocation mondiale, sinon vraiment universelle, en tout cas très largement transcontinentale, de l'Espagne proprement dite, aux pays d'Amérique latine. Passons au français rapidement. Dans le cas du français, eh bien, on a un paradoxe tout à fait frappant. C'est que la diffusion mondiale du français aujourd'hui, le français est une langue de très grande diffusion mondiale, malgré ce que les docteurs Tampi et autres journalistes mal informés, informant mal leur public, prétendent ou assènent, le français est une langue à vocation mondiale, mais le paradoxe, c'est que ceux qui l'ont porté sur ces fonds baptismaux pour en faire une langue à vocation mondiale, ce sont des coloniaux, c'est-à-dire des gens qui, à l'origine, s'étaient servis du français pour combattre la France. Ce sont d'éminents chefs d'État, tous disparus aujourd'hui. Le dernier qui était encore en vie il n'y a pas longtemps est mort récemment, hélas, c'est le prince Sihanouk, le Rodom Sihanouk du Cambodge. Les autres sont morts depuis plus longtemps. Ce sont Bourguiba de Tunisie, ce sont Léopold Sédar Senghor du Sénégal, ce sont Hamani Diori du Niger et Charles Helou du Liban. Tous ces hommes, très francisés par mariage, c'est très important le mariage, parce que lorsqu'on épouse une francophone et qu'on élève en français ses enfants, on participe au sommet de l'État à une diffusion qui sera un exemple de prestige pour la population. C'est très important. Le privé ici est évidemment une importance très importante, très grande par rapport au public. Eh bien, ce sont eux qui ont, dès la fin de la colonisation, c'est-à-dire dans les mois qui ont suivi les accords d'Évian et les accords ensuite d'indépendance des pays de ce qu'on appelait l'Union française ou avant l'Empire colonial français, soit la Troisième République, qui ont donné lieu donc à des indépendances successives. Très très peu de temps après, eh bien, ces éminents chefs d'État que je viens de mentionner ont pris le parti de se servir de ce que la France avait de meilleur, bien sûr pas l'exploitation coloniale, bien sûr pas les énormes profits tirés sur des malheureuses populations suant sang et eau pour enrichir les Français les plus riches de ces populations, mais les valeurs culturelles. Et par conséquent, ils ont décidé de fonder, sous une forme qui a d'abord été la CTT, l'Association de coopération culturelle et technique, et qui peu à peu, à travers différents noms, est devenue aujourd'hui, j'espère que vous connaissez ce sigle, tout le monde connaît-il aujourd'hui le sigle OIF? Ou bien c'est un sigle complètement opaque pour vous? Vous vous en fichez complètement. Bon, vous êtes comme tout le monde. Il y a aujourd'hui une OIF, Organisation internationale de la francophonie. Qui en a été le promoteur? Eh bien, les éminents hommes d'État qui, au sommet de leur pays, venant à peine de signer l'indépendance avec la France, ont décidé d'en conserver ce qu'elle avait de meilleur, c'est-à-dire sa langue et sa culture. Ce paradoxe se poursuit jusqu'à aujourd'hui, car il se trouve que
Et il suffit d'interroger les gens pour s'apercevoir que le pays du monde où on aime le moins le français, c'est la France. Cela n'est plus un paradoxe, il suffit de parler avec les gens. Ils s'en fichent complètement. Qu'est-ce qui les intéresse? De quoi rêvent-ils? L'américanisation, le prestige, tout ce qui est lié à l'argent, et dans une certaine mesure, et à la pensée unique, dans une certaine mesure, on peut, sans justifier bien sûr, tenter au moins esquisser une explication de ce comportement, c'est que la France reste un pays puissant et riche, elle se situe dans les 10 premiers pays à l'échelle de ses critères de puissance et de richesse, et c'est mon analyse. Je pense que, plus peut-être qu'un véritable attachement d'ordre passionnel aux États-Unis ou à ce qu'ils représentent, l'idée c'est que l'anglais est la langue de la puissance. Et comme la France en a les moyens et reste encore, malgré un grand déclin, malgré d'énormes problèmes économiques que M. Hollande et son gouvernement affrontent et résolvent de leur mieux comme ils le peuvent, elle reste quand même dans le peloton des pays les plus riches. Et dès lors, l'anglais a cette forme symbolique de langue de la puissance. C'est donc moins un attachement à l'anglais en soi qu'une motivation liée à cette représentation que l'on se fait de l'anglais dans les élites françaises. Le résultat, c'est qu'un très grand nombre de francophones de France, je ne parle pas des Québécois, je ne parle pas de la Suisse romande, je ne parle pas de la Belgique wallonne, je parle de la France, eh bien, se moquent éperdument de la promotion du français. C'est là la situation paradoxale, mais pas si paradoxale finalement, du français aujourd'hui. Bien, voilà donc le concert des nations et des langues qui s'opposent, ou qui, plus qu'elles ne s'opposent, qui se situent en face de l'anglais. C'est un vain combat que de vouloir disputer sa prééminence. Elle a encore pour elle quelque temps, je dirais. Paul Valéry disait sereinement, le gouffre de l'histoire est assez grand pour tout le monde, et par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Cela dit, je ne récuse pas, bien sûr, que les États-Unis sont une grande démocratie amie. Personne ne le récuse. Leur déclin ou les catastrophes qui pourraient leur arriver auraient des répercussions très graves sur les autres pays de l'Occident, ça va de soi. Il ne faut pas être irréaliste. Mais simplement, je récuse cette diffusion mondiale et j'en viens. Combien de temps me reste-t-il ? Bon, durant le quart d'heure qui me reste, j'en viens à des choses plus techniques, après ces généralités, à des considérations qui seront la dernière partie de ce modeste exposé sur des phénomènes que probablement vous connaissez déjà, sur lesquels je ne fais que proposer quelques idées qui mettent au point les choses. L'anglais a une réputation de langue facile. Absurdité complète, l'anglais est une langue très difficile. Ceux qui lui font cette réputation ne le connaissent pas. La phonétique de l'anglais a une difficulté que tout le monde reconnaît. Quand on le croit facile, on se garde bien de dire que c'est pour des raisons de phonétique, parce qu'il va de soi que la diversité vocalique et même consonantique de l'anglais, considérable, n'est certainement pas un critère de facilité. On lui impute donc une facilité dans d'autres domaines que la phonétique, que les prononciations, pour essentiellement dans le vocabulaire, dans la morphologie, dans la syntaxe. Autre absurdité, ce n'est pas vrai du tout, l'anglais est une langue très difficile. Je m'en expliquerai tout à l'heure si vous le voulez, ou en réponse à des questions si je n'ai pas le temps maintenant. D'autre part, l'anglais est la langue, semble-t-il, d'un très grand nombre d'activités humaines, le sport, la mode, l'aéronautique, la diplomatie, les loisirs, les voyages, etc. J'en prélève deux, et puis les sciences, la recherche scientifique. J'en prélève deux, si vous permettez. L'un, c'est la recherche scientifique et l'autre, c'est l'aéronautique. Dans le cas de la recherche scientifique, nous avons constaté, il suffit d'études un petit peu poussées, ou même simplement sérieuses, sans être nécessairement tellement poussées, pour constater que l'anglais n'a pas une vocation interne à son universalité, contrairement à ce que croient beaucoup de gens qui, faisant un raisonnement faux, ou confondant les prémices et les conclusions, s'imaginent que c'est parce qu'il est une langue très facile, parce qu'il est une langue très claire, parce qu'il est une langue très scientifique qu'il a cette présence dans tous ces domaines. Pas du tout. L'anglais n'est pas du tout spécialement doué pour la précision scientifique. C'est une langue très imprécise. C'est une langue qui a une énorme faculté d'expression des phénomènes les plus concrets
ceux du mouvement, ceux du déplacement dans l'espace, mais pas spécialement ceux de l'abstraction et de la recherche scientifique. Cette chose est reconnue par les anglophones eux-mêmes. Par conséquent, c'est la puissance des États-Unis, bien sûr, d'autres pays anglophones dans une moindre mesure, Canada anglophone, Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, bien plus qu'une caractéristique interne de l'anglais qui le désigne, qui paraît le désigner, à cette suprématie dans le domaine de la science. Ce que nous constatons, je le vois très bien avec ceux de mes collègues du Collège de France, souvent des gens éminents, d'éminents physiciens, chimistes, biologistes, dont certains sont des prix Nobel, qui me disent ouvertement, mais tu sais, quand nous concevons nos recherches qui ont pu nous valoir de grandes distinctions, c'est évidemment en français, comme n'importe quel autre savant, c'est dans sa langue maternelle, enfin ce qu'on appelait autrefois maternelle, je n'insiste pas sur cette notion complètement machiste et absurde, que les femmes ont toutes les raisons de récuser, disons langue principale ou langue dominante. C'est dans ma langue dominante ou principale, bien sûr, que je conçois mes recherches. Après, à l'échelle de la diffusion, c'est-à-dire de l'exposé oral lors d'un colloque international ou de la diffusion par écrit auprès de revues anglophones qui n'admettent pas d'articles écrits dans d'autres langues que l'anglais, bien sûr, on en passe par ces fourches codines, car on n'a pas le choix. Mais en soi, la langue anglaise n'est pas spécialement douée pour la précision scientifique. Et de toutes les manières, pour tout individu, la langue la plus précise est celle qu'il connaît le mieux, dans laquelle il est habitué depuis l'enfance à exposer ses pensées. Donc ceci est une évidence, mais il est bon de la rappeler à celles ou ceux qui seraient tentés de l'oublier ou de la négliger. Dès lors, ça c'est dans le cas de la science. Dans le cas de l'aéronautique que j'ai annoncé, j'en cite un exemple, si vous le voulez bien, rapide. Je cite quelque part dans Contre la pensée unique, l'ouvrage dont on a la bonté de citer le titre ici comme titre de cet exposé. Je cite un exemple que j'ai récolté aux États-Unis auprès d'amis d'un accident. Aux États-Unis, les accidents d'avion sont innombrables. Évidemment, la presse américaine en parle, mais on se garde bien d'en parler à l'étranger. Nous n'en avons aucune idée. Bien sûr, nous connaissons très bien les accidents qui peuvent avoir lieu par un long courrier reliant une ville américaine avec une ville étrangère aux États-Unis. Mais aux États-Unis même, où l'immensité de l'espace fait que l'avion est très, très, très fréquemment utilisé, il y a d'innombrables accidents pour les pauvres malheureux qui perdent la vie. Nous n'en savons rien parce que la presse n'en parle pas. La presse internationale, j'entends. La presse américaine ne va pas non plus leur en parler. Leur dire, tu sais, chez nous, il y a eu cet accident, il faut en parler en Europe. Tu parles. Ils n'en parleront jamais. Bien. Mais on peut l'apprendre en s'informant auprès de ceux qui sont au poste d'information les premiers. Et c'est ainsi que j'ai su qu'il y a quelque temps, dans les années 90, je crois, un courrier reliant, je crois, Chicago et Gainesville, Florida, c'est une ville de Floride, qui a une grande université d'ailleurs, s'est écrasé dans les Everglades, c'est-à-dire un endroit marécageux, très très dangereux, dans lequel il n'y a pas intérêt à s'aventurer, avec de petits arbustes épineux, et que survolait cet avion. En effet, le pilote, s'entretenant avec la tour de contrôle, lui demande ce qu'il doit faire, et la tour de contrôle lui dit « turn left, turn left ». Et immédiatement, il tourne à gauche. Et puis, la tour de contrôle lui dit aussitôt après « right now ». L'ambiguïté de l'anglais, la redoutable ambiguïté de l'anglais, fait que « right now » peut signifier « et maintenant à droite » et peut signifier « tout de suite ». Et le bonhomme, le pilote, le malheureux pilote, c'est pas risible, c'est un accident extrêmement grave où des centaines de gens ont trouvé la mort, a tourné à droite. Il n'a pas interprété « right now » comme ayant son autre sens qui est tout de suite. Alors, dans une page, dans 2-3 pages de la pensée unique, j'examine un grand nombre de langues. Le chinois, il dit « ma shang » tout de suite, dans lequel il n'y a rien à voir avec les points cardinaux, on ne parle pas de droite, ni de right, ni de na. L'arabe a ana nafs, c'est-à-dire maintenant même. Un certain nombre d'autres langues ont des expressions diverses que je cite. Je cite sekarang mau en indonésien, maintenant même. Dans toutes les langues que je cite, prises dans différents endroits aussi éloignés que possible les uns des autres, il n'y a aucune confusion pour un terme, comme c'est le cas du right now de l'anglais, entre un sens maintenant à droite et un sens tout de suite. Innombrables sont les autres cas. Je ne dis pas, bien sûr, c'est même un des domaines de recherche privilégiés des linguistes, que l'ambiguïté, Ferdinand de Saussure en a parlé brillamment,
ne soit pas inhérente aux langues. L'ambiguïté est inévitable. À quoi est due l'ambiguïté? Je fais une parenthèse rapide qui, pour le coup, elle, sera mon seul côté technique dans cet entretien grand public. L'ambiguïté est due, dans l'ambiguïté des langues, est due à disparité profonde, à certains égards dramatiques, entre l'immensité de l'univers des disciples et les contraintes de la dissibilité des langues. Les langues n'ont que très peu de moyens. En revanche, elles doivent mettre ces moyens à disposition d'un monde que les langues doivent parler, mettre en mots, qui, lui, est infini. Donc l'ambiguïté, c'est-à-dire l'accumulation des sens sur un seul et même élément et sur un seul et même signe, puisque nous sommes à Genève pour parler comme Ferdinand de Saussure, est une conséquence inéluctable de cette antinomie. Je ne dis donc pas que l'anglais soit seul à avoir de l'ambiguïté, mais quand il est promu langue de l'aéronautique et que son usage entraîne des accidents mortels, situation extrêmement grave, parce que, dans certains cas, il échoue à exprimer les choses de façon distincte, évidemment, on peut se demander dans quelle mesure il y a lieu de faire une telle confiance à une telle langue. J'espère que l'on n'en voudra pas. L'aspect apparemment polémique de cette remarque, elle est fondée, bien sûr, et je ne vous donne qu'un aperçu, sur une comparaison avec un vaste ensemble de langues d'autres types qui n'ont pas les mêmes contre-indications, bien qu'elles aient les leurs. Évidemment, toutes les langues ont leurs problèmes. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Bien. Une autre caractéristique, combien de temps me reste-t-il? 5 minutes, sur laquelle je terminerai, eh bien, c'est une caractéristique étonnante de l'anglais. L'anglais, dans l'expression du mouvement, ça c'est quelque chose de technique, mais tout le monde me comprendra parce que ce sont des choses que tout le monde a entendues, j'imagine. Dans l'expression du mouvement, l'anglais fait le contraire de ce que font la plupart des autres langues. Enfin, il y a d'autres langues qui font comme l'anglais, il n'est pas minoritaire, il n'est pas isolé, mais il est minoritaire. Un exemple très simple. Si je dis « he swam across the river »,« he swam across the river », cette expression est intraduisible en français. Si je traduis littéralement, il a nagé à travers la rivière, cette traduction n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a traversé la rivière à la nage. Mais je peux naturellement dire « he crossed the river by swimming »,« he crossed the river by swimming ». Je peux le dire, mais si je le dis, n'importe quel anglophone de naissance me dira « this is quite un-English ». C'est complètement du mauvais anglais. Ce n'est pas anglais. C'est compréhensible. En d'autres termes, pour un native speaker, pour un locuteur anglophone, on a un phénomène étonnant. Le verbe, c'est-à-dire, excusez-moi du côté technique de ce qui va suivre, le prédicat syntaxique, c'est-à-dire l'élément central de l'énoncé, porte une idée accessoire, c'est-à-dire celle du moyen de la locomotion. Et le moyen de la locomotion elle-même, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on va, est un complément satellite, c'est-à-dire un complément de temps, un lieu exprimé ailleurs que dans le verbe. Le verbe exprime le moyen du mouvement et non le mouvement. Le français, l'espagnol, le portugais, l'arabe, dab, il a le bahr, c'est-à-dire il est allé en nageant à la rivière, il a traversé en nageant la rivière, exprime comme le français. Le chinois dit la même chose. Ta il a traversé la rivière en nageant. C'est la même chose en chinois, malgré l'exotisme supposé du chinois, on a exactement la même structure. Et cela, en anglais, est général. C'est comme ça pour d'innombrables cas. Ainsi, il n'y a pas longtemps, dans le New York Times, qui m'arrive hélas de devoir lire, je lis à propos d'un bonhomme qui végétait en gardant des troupeaux, un pauvre malheureux qui souhaitait améliorer son niveau de vie lamentable. Un de ses amis l'entend appeler ses moutons, hurler en lui disant « Mais tu as une très belle voix, tu devrais chanter ». Et le bonhomme prend des leçons de chant et devient un illustre chanteur et richissime. Et le New York Times, relatant cette anecdote, intitule l'histoire de cet individu « He sang his way to fame ». He sang his way to fame. C'est-à-dire, littéralement, il a chanté son accession à la célébrité, ce qui en français n'a absolument aucun sens et totalement absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ce qu'on pourrait exprimer en mauvais anglais. He became famous by singing. Mais aucun anglophone ne dit ça.
Ce n'est pas de l'anglais. C'est possible. En d'autres termes, c'est une étrange langue, je répète qu'elle n'est pas isolée, qui exprime le mouvement et ses moyens d'une façon complètement contraire à celle, disons, de l'écrasante majorité des langues. Bon, je ferme cette illustration sur le problème particulier de l'expression de la locomotion pour dire que le combat contre la pensée unique et contre l'anglais, belle langue comme n'importe quelle langue, bien sûr, je ne nourris, harbor, disent les Anglais, je ne mets dans mon port de mon cœur aucune hostilité pour l'anglais en tant que tel. En revanche, j'ai les plus fortes réserves pour sa diffusion mondiale et l'oppression, le caractère oppressif que cette dernière prend dans bien des cas. Voilà, je vous ai exposé à travers la référence à d'autres langues à vocation mondiale, elles aussi, qui, sans combattre l'anglais, 20 combats, comme je l'ai dit, en tout cas, sont face à lui d'autres choix possibles. C'est comme ça qu'il faut voir le français, l'espagnol, l'italien, dont j'ai peu parlé, le portugais, le chinois. Il faut les voir comme d'autres choix possibles en faveur de la diversité. Ensuite, j'ai spécifié un peu plus les choses en vous disant quelques mots sur la manière dont se sont construites ces langues. J'aurais pu aussi vous dire en 2 mots, ai-je quelques minutes pour le faire en 2 mots, que l'anglais, on ne refait pas l'histoire, bien sûr, je n'ai pas l'intention de refaire l'histoire, mais tout de même, permettez-moi de rappeler un phénomène historique très important. Je n'ai pas la nostalgie de ce qui ne s'est pas passé, mais il s'en est fallu de peu que la diffusion mondiale très très forte, qui est celle de l'anglais, ne fût celle du français. Pourquoi ? Eh bien, vous connaissez l'événement, c'est probablement, en 1759, le marquis de Montcalm, officier de génie, voit en face de lui les troupes de Georges III, c'est-à-dire des troupes surarmées. Il va au bord du Saint-Laurent, là où est construite la ville de Québec, dès cette époque, et il voit une énorme flotte qui s'apprête à grimper les rives du Saint-Laurent et à venir lui livrer combat. Pourquoi ? Mais parce que les Anglais, nous sommes en 1759, ne supportent pas la Nouvelle-France. Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France ? Plus personne n'y pense aujourd'hui. On l'a oublié complètement. La première vocation de diffusion de la France n'a pas été africaine, elle a été américaine, bien avant. François Ier donne beaucoup d'argent à Jacques Cartier. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, les Habsbourg et les Habsbourg en Espagne et dans l'Empire allemand sont en train de se répandre en Amérique latine. Et par conséquent, François Ier, puisque l'Amérique latine est en train de devenir sous ses yeux, c'est 50 ans après la découverte par ce marin génois complètement fou, dont s'est débarrassé Castille, Isabelle de Castille, en lui disant « Voilà tes caravelles, va-t'en et laisse-moi tranquille ». Et surtout, elle lui dit « Va découvrir les Indes », car c'est ce que l'on croyait, mais ce n'était pas les Indes. C'est le destin de l'humanité. Bon, eh bien, François Ier, devant cela, que fait-il ? Eh bien, il arme Jacques Cartier pour tailler à la France, sinon à l'Empire colonial, en tout cas, un vaste territoire au nord, où les Espagnols et les Portugais étaient complètement absents. Et cela commence en 1540, et cela a duré 260 ans, pendant très 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 longtemps. Je ne vais pas faire de détails parce qu'on n'en finirait pas. À la fin du XVIIIe siècle, les Anglais ne le supportaient plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils appelaient Atlantic Colonies, et qui est aujourd'hui Rhode Island, Maine, Massachusetts, Connecticut, tous les petits États de l'Est, qui étaient les colonies atlantiques, ils ignoraient qu'un jour, la conquête de l'Ouest serait faite, non pas par eux-mêmes, comme ils le souhaitaient, mais par leurs propres ex-compatriotes révoltés contre eux. Donc, pour aller se répandre vers l'Ouest et conquérir les énormes territoires, ce que n'a pas fait la couronne britannique, mais justement la jeune Amérique révoltée contre elle, il fallait réduire l'énorme écran qu'était la Nouvelle-France, car c'était ça la situation qu'on oublie complètement aujourd'hui. Et c'est pour ça que le marquis de Montcalm, voyant au bord du Saint-Laurent une énorme flotte britannique, comprend la gravité de l'enjeu. Les Anglais veulent balayer la Nouvelle-France pour pouvoir se répandre à l'ouest, jusqu'au Pacifique, naturellement. Ils demandent des renforts à un autre marquis, un imbécile de marquis, Choiseul, et au roi Louis XV lui-même, qui tous les deux ne songeaient qu'à s'enterrer dans les froufrous de Versailles. Les femmes seront heureuses de savoir, mais sur ce plan, le féminisme va vraiment justifier que la seule tête politique, une vraie grande tête politique, qui a compris la gravité de la situation, c'était la marquise de Pompadour. Elle a compris que c'était très grave. Et elle a dit à Louis XV et au marquis
de Choiseul, envoyez donc au marquis de Montcalm les renforts qu'il réclame. Sinon, c'est la perte de la Nouvelle-France. Eh bien, on n'en a rien fait. Montcalm a été tué en 1859 à ce combat, et le traité de Paris, car c'était la guerre de 100 ans à laquelle il mettait fin, a eu pour effet que l'immense Nouvelle-France, qui allait depuis la Louisiane, donc il y a un autre problème, jusqu'aux États qui sont aujourd'hui les énormes États semi-désertiques, qui sont North and South Dakota, Montana, tous ces États frontaliers du Canada, qui faisaient partie de la Nouvelle-France, sont devenus d'énormes territoires de ce que les Anglais croyaient devoir rester britanniques et qui, peu après, par la révolte contre la couronne de George III, devient les premiers éléments des futurs États-Unis. Donc, il en est fallu de peu que le français ne devint la langue à vocation mondiale qu'est devenu l'anglais. Donc, j'en ai la nostalgie, mais pour vous dire que l'histoire est pleine de retournements, de caprices, de bizarreries, et que, après tout, les évolutions se font dans des sens que nous ne prévoyons pas toujours. Merci. Oui, bonsoir monsieur, merci pour ce brillant. Je suis là. 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 Pardon. Là. Oui, donc, merci pour cet exposé. Si j'ai bien compris, vous avez dit que dans le domaine de recherche scientifique, le mieux était de faire dans la langue que l'on connaissait le mieux, qu'on a appris depuis plus petit. Si j'ai bien compris. Auriez-vous la bonté d'articuler un peu plus fort, peut-être? Oui, alors non, il faut peut-être mettre le micro plus près de la bouche, ce qui est peut-être mieux. Voilà. Alors, ma question, c'est, en fait, étant donné que l'Allemagne est un pays très fortement industrialisé dans le domaine médical, automobile, optique, etc. Est-ce que ce n'est pas au niveau de la terminologie la plus précise que c'est important de rédiger des articles scientifiques? De la langue qui a donc le vocabulaire le plus précis, le plus technique. Est-ce que l'allemand mériterait d'être une langue à vocation... Non, c'est-à-dire que sur le plan scientifique, l'allemand a sûrement un rôle tout aussi important, enfin plus prépondérant, vu son grand passé dans le domaine industriel, dans tous les domaines, parce qu'il a une terminologie très précise. L'allemand, bon, alors je vous réponds de manière technique. Oui. L'allemand est une langue qui a une très grande richesse de composition. D'accord? Et dès lors, comme on a d'énormes mots à rallonge, qui sont analysables, qui sont décomposables en petites parties, l'allemand est une langue, à mon oreille et à mes yeux, extrêmement claire. Donc l'allemand aurait, bien plus que l'anglais, une assez bonne vocation de langue scientifique. Mm-hmm. Est-ce là votre question? Oui. Voilà. C'est une réponse à la question. Par exemple, pour vous donner un très bon exemple, Wiedervereinigung Deutschlands. Wiedervereinigung. De nouveau, causatif, un substantif des noms, réunification. Vous me direz, réunification est aussi assez transparent en français. Wiedervereinigung est un terme parmi beaucoup d'autres qui montre une certaine clarté de l'allemand. Alors là encore, de même qu'il y a cette espèce de préjugé absurde sur la facilité de l'anglais, langue très difficile, et langue bien plus opaque que l'allemand. L'anglais n'a pas du tout de mots à rallonge parfaitement décomposables. Et sur ce plan, il est bien moins. L'allemand est une langue très simple, je dirais. Donc là, le préjugé absurde, les parents souvent le partagent quand il s'agit du choix d'une langue pour l'enfant, c'est celui de la difficulté de l'allemand. L'allemand est une langue beaucoup moins difficile que l'anglais. C'est une langue très claire, très transparente, à condition d'apprendre évidemment un certain nombre de règles. L'allemand avait bien plus de déclinaisons autrefois, il n'en a plus beaucoup. En plus, l'allemand ne décline pas les noms le plus souvent, quelquefois il le fait. Il décline l'article, mais pas les noms. Donc il ne faut pas se laisser effaroucher par le problème des déclinaisons. Ce n'est pas le russe qui, lui, décline, n'a pas d'article d'abord, et ensuite décline avec 7 cas tous les noms. Et donc c'est une autre situation. D'autres questions ? Oui, bonjour Lionel Fontana. Vous savez qu'à Genève, nous chantons une chanson qui s'appelle le Sekeleno. Où êtes-vous ? Ici. Oui. Je me lève, voilà. Lionel Fontana, vous savez peut-être qu'à Genève, nous chantons une chanson qui s'appelle le Sekeleno, qui est en franco-provençal. Je fais partie de l'Alliance culturelle franco-provençale qui regroupe des gens de Suisse, de Savoie et du Val d'Ost.
on essaye de promouvoir la langue que parlaient nos parents, en tout cas nos grands-parents. Je voulais savoir quel crédit vous pourriez apporter de votre part, en tout cas sur le plan intellectuel, pour la promotion des langues régionales. Vous parlez des langues qui sont à vocation mondiale, c'est très bien, mais je sais que nous, on essaie de se battre, donc c'est un peu plus qu'une promotion, pour que cette langue soit reconnue. Le Conseil de l'Europe actuellement est en train d'aborder le Conseil fédéral pour essayer de faire reconnaître cette langue, de manière à avoir des moyens pour l'enseigner. Donc, je repose ma question, quel crédit ou quel soutien, en tout cas intellectuel, vous pourriez apporter à la promotion des langues régionales? Merci, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. À mes yeux, il n'y a aucune espèce de contradiction, d'aucune sorte, entre la promotion, de plus en plus importante, face à l'anglais, des langues qui sont déjà des langues à vocation mondiale, et celle des langues régionales. Pour prendre le cas de la France, qui intègre le franco-provençal, puisque le franco-provençal est parlé en France même, pas seulement en Suisse, il est parlé aussi en Italie, près du Val d'Aoste. Enfin bon, il a quand même une grande présence dans une partie du territoire partagée par au moins 3 pays. Donc je ne vais le citer, si vous voulez, pas en soi, le franco-provençal, mais dans l'ensemble des langues régionales de France. On peut dire, pour aller du nord, d'ouest en est, d'est en ouest et du sud au nord, que l'alsacien, le lorrain qui n'est pas l'alsacien, le lorrain, c'est-à-dire la variante lorraine de ce que nous appelons le francique mosellan. Première langue de France, dit-on, puisque c'était celle de Clovis. Mais enfin, là encore, ce sont des jeux d'historiens. Quoi qu'il en soit, ces deux-là, puis un peu plus loin, le flamand, puisque entre Dunkerque et Bailleul, il y a à la frontière belge, il y a à la frontière de la Flandre néerlandophone, il y a une partie de la France qui parle une variante du néerlandais, au sud le breton. Je ne cite pas le picard et le normand parce que ce ne sont pas des langues au sens de... Ce sont des langues régionales, mais ce ne sont pas des langues au sens de langues ayant une littérature écrite et également un choix politique à une partie de leur histoire. C'est là le critère principal qui va distinguer langue et dialecte. Eh bien, je descends encore un petit peu. L'aquitain, ou disons la variante aquitaine, béarnaise et du sud-ouest de la France, de l'occitan. Ensuite, le basque, évidemment, qui est une des grandes langues de l'Europe, la plus mystérieuse, la plus énigmatique, sur laquelle aucun d'entre nous n'a jamais réussi à établir de véritable étymologie, origine, et qui, surtout, se maintient encore, certes avec difficulté, face à l'énorme pression qu'exercent de part et d'autre des Pyrénées, 2 très grandes langues à vocation mondiale, redoutables pour le basque, et qui pourtant n'a pas encore mené à son extinction, bien qu'il soit naturellement une langue menacée. Bon, puis à l'est, les variantes rhodaniennes, languedociennes, limousines, etc., et alpines du l'occitan, et puis alors, bon, le franco-provençal. Alors, toutes ces langues sont parfaitement légitimes comme langues dont la promotion doit être défendue. Je dirais même que, à ma connaissance, Bruxelles est une aubaine pour ces langues régionales. Pourquoi? Parce que ces langues, lorsqu'elles n'obtiennent pas l'oreille des gouvernements centraux des pays où elles se parlent, obtiennent plus facilement l'attention des autorités bruxelloises, c'est-à-dire de l'Europe. En d'autres termes, je suis naturellement, un amoureux des langues aime toutes les langues, évidemment, il aime aussi les langues régionales, je suis naturellement ouvert à la promotion des langues régionales, le franco-provençal comme les autres, et je ne crois pas que la promotion nécessaire et de toutes les manières fortement amorcée des langues à grande vocation mondiale constitue, le moins du monde, un obstacle à celle des langues régionales. Êtes-vous satisfait? C'est ça que vous demandiez? Allô? Oui? Voilà, je suis là. Allô? Oui, alors maintenant j'ai une question. Je suis anthropologue. Ma question, c'est par rapport aux langues très locales. Je vous prie de m'excuser, je ne comprends pas bien votre question. Oui, si
je suis anthropologue, pas linguistique. S'il y a 7000 langues dans le monde aujourd'hui, enfin des familles ethnolinguistiques et des langues, et qu'on se rend compte que de ces 7000 langues, comme vous savez bien, les peuples autochtones qui ne sont que 5% de la population du monde, mais c'est eux qui recréent, qui parlent 80% des langues du monde, après 100. Mais il y a une langue qui est exterminée chaque semaine, selon l'UNESCO, et la plupart de ces langues menacées, ce sont des langues parlées par des tribus, des chasseurs-cueilleurs, des nomades, pastoralistes, des gens qui font de l'agriculture sur brûlis, etc. Ma question va par rapport à cette promotion. Enfin, j'allais utiliser le mot défense, où je crois là vraiment on a un enjeu pour l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on est en train d'exterminer. On ne va pas dire perdre, mais c'est des langues dominantes qui exterminent, qui silencent, des langues magnifiques. Quelle langue? Enfin, je pense en Amazonie, dans le Vaupés, où il y a le multilinguisme, des langues tucano, des langues arawak. Tucano? Mais l'Amazonie, c'est 600 langues au moins. Oui. Vous parlez de quelle langue amazonienne? J'ai fait du terrain au Brésil sur les langues d'Amazon. Vous parlez de quelle langue? Tupi-Guarani, Arawak? Tucano ou Arawak. Les Yukuna, c'est les Arawak. Les Tucano, ça peut être les Ufaina, Tanimuka, Desana. Quelle est votre question? Par rapport à la diversité locale, on est en train de perdre une langue par semaine, à peu près. C'est surtout ces langues locales. Et là, la pensée unique est en train d'être un rouleau compresseur à tous les niveaux contre cette diversité humaine. Chère madame, merci de votre question qui m'intéresse beaucoup. Vous abordez une question qui, à elle seule, évidemment, pourrait constituer non pas un échange, un dialogue comme en ce moment, entre vous et moi, mais un exposé entier. Et il se trouve que je suis particulièrement concerné. D'ailleurs, on n'avait pas envisagé de faire un truc sur la mort des langues. C'était ce qu'on avait envisagé au début. J'aurais parlé de ça. Bon, je suis, comme je l'ai dit, un linguiste de terrain. Autrement dit, mon activité, quand je ne suis pas chez moi, consiste à aller nomadiser, traîner mes guêtres à travers le monde entier pour étudier des langues de terrain, et notamment les langues des familles Arawak, Caraïbes, Tupi-Guarani, Quechua, etc., Aymara, qui se parlent en Amérique latine. Bon, ces langues sont majoritairement en voie d'extinction. Vous avez parfaitement raison, elles sont très gravement menacées. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles se sont heurtées à la diffusion panaméricaine. Malheureusement là, c'est, contrairement à ce que j'ai répondu tout à l'heure à propos du français provençal, du franco-provençal, on peut dire qu'ici, les grandes langues de diffusion mondiale ont été les causes directes de la mort ou de l'extinction de ces langues. Elles se sont heurtées aux hispanophones et aux lusophones. Le portugais pour l'immense Brésil, où se parlent des centaines et des centaines de langues, toutes menacées et gravement en situation au bord de l'extinction, et l'espagnol, le castillan pour tous les autres pays d'Amérique latine et centrale, sont des langues gravement menacées. Un linguiste de terrain comme moi et comme mes collègues, quelquefois mes propres étudiants, que j'envoie sur le terrain toutes les fois qu'ils acceptent d'y aller, vont étudier ces langues, en font des descriptions, en font des dictionnaires et des grammaires. C'est mon travail même, je l'ai fait sur les langues amérindiennes, mais constate en même temps que la situation de ces langues est extrêmement précaire. Il n'y a qu'une seule d'entre elles, vous le savez, chère madame, certainement, qui a réussi à se maintenir au prix d'un acte politique qui était le seul possible, c'est le Guarani. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Paraguay, qui n'est pas le pays le plus riche d'Amérique latine, qui n'est pas un pays important, il n'a pas de côte, contrairement à l'Uruguay, à l'Argentine ou au Brésil, ses voisins immédiats. Ce n'est pas un pays très riche, mais il a une particularité. Le Paraguay est un pays dans lequel, depuis des siècles et des siècles, les Guaranis, la population indienne principale, ont été l'objet des soins particuliers des missionnaires. Il y a eu une époque dans laquelle les employés, les colons espagnols les employaient de façon absolument cruelle et inhumaine. Ensuite, on a décidé de les confier aux jésuites. Les jésuites les ont mis au travail et Voltaire s'intéressait aux jésuites du Paraguay au XVIIIe siècle, ont été très au courant de ce qui s'est passé. Et
par une sorte de situation particulière de l'histoire, le guarani, leur langue, une très belle langue que je parle, dans laquelle je fais mes exposés quand je suis invité, comme j'étais 3 fois à Asunción, capitale du Guarani, du Paraguay. Le guarani a été l'objet de soins particuliers. Un très grand jésuite espagnol, Luis de Montoya, a écrit un Arte de la langue guarani, dans lequel il décrit le guarani. C'est un cas unique. Mais qu'est-ce que les Guaranis ont réussi à faire, les Paraguayens? Ils ont fait inscrire le guarani comme langue officielle de la constitution du Paraguay, à côté du castillan. Aucune autre langue amérindienne n'a cette situation. En d'autres termes, si l'on veut sauver de l'extinction une des très nombreuses langues amérindiennes gravement menacées, il faut lui donner un statut officiel, c'est-à-dire, à condition qu'elle ait une importance démographique suffisante, l'inscrire, comme l'ont fait les Paraguayens pour le guarani à Asunción, leur capitale, dans la Constitution comme langue officielle. Le guarani est donc un pays officiellement bilingue, pour des raisons historiques qui remontent très loin. Au Pérou et en Colombie, on a tenté de faire la même chose pour, vous savez quelle autre grande langue amérindienne? La langue du Pérou, le quechua. Merci de le savoir. Très souvent, je vois des gens ils ont un sac à dos, il y a écrit quechua dessus. Alors, très souvent, ils ont acheté ça quelque part, alors je leur dis, ah, évidemment, je fais semblant, vous êtes péruvien? Je ne suis pas péruvien. Vous connaissez le quechua? Je dis, mais vous avez acheté un sac quechua? Vous savez ce qu'on me répond? Ah oui, parce que c'est joli. Le nom quechua est joli. L'absence de curiosité est une des plus graves maladies de l'humanité. Enfin bon, parenthèse. Merci Claude.